à nouveau d'être présent pour ce webinaire autour de la sécurité dans le cloud. Ce sujet, on l'a dit un petit peu, mais c'est un sujet qui est vraiment clé et qui fait partie, ou au moins devrait faire partie intégrante de la stratégie numérique des entreprises aujourd'hui. C'est vrai que l'environnement de sécurité digitale, il est de plus en plus complexe et surtout, il est de plus en plus la cible d'attaques. Et ces attaques, elles évoluent selon les périodes. À l'image de la mode, je pense que Julino va en parler, mais on observe des tendances dans les types d'attaques. On a tous entendu parler de phishing, de spam, autres, mais il y a tout un tas d'attaques et effectivement, parfois, il y a des tendances sur le type d'attaque, donc on va en parler. Et puis surtout derrière, il serait justement totalement faux de penser que eh bien, les cybermalveillances, comme on les appelle, ne touchent que les grandes entreprises, que le CAC 40, que les grandes institutions. Ça touche vraiment toutes les entreprises et ça devrait être la préoccupation aujourd'hui de toutes les entreprises. Donc si vous êtes là, eh bien, ça veut dire que c'est une de vos préoccupations. J'espère que vous êtes là, pas parce que vous vous êtes déjà fait attaquer, mais parce que vous anticipez les futures attaques. On a tendance à dire que la question n'est pas de savoir si vous allez être attaqué, mais quand. Donc, il faut se prémunir de ça. Et puis, c'est vrai qu'on assiste depuis le début de la pandémie, finalement, à une recrudescence des attaques sans distinction aucune de la taille des entreprises. Et donc, Giuliano, eh bien, de notre partenaire Cloud Temple, eh bien, il va avoir deux missions aujourd'hui. La première, de vous faire peur. Hein, Giuliano, n'est-ce pas? Pas trop quand même. Hein, mais, on va et surtout, parler des choses effrayantes. C'est ça. Et de deux, surtout, vous présenter donc, les solutions et les protections existantes et qui sont efficaces. Donc, avant ça, je vais faire un petit focus. Je ne me suis pas présenté encore. Je m'appelle Audran Cochard. Je suis responsable du Microsoft Experience Lab de Nantes et je pilote à distance aussi celui de Lyon. Donc, je souhaitais vous parler un peu des labs puisque ce dispositif dans lequel vous pourrez retrouver notamment la synergie entre Microsoft et ses partenaires, comme aujourd'hui avec Cloud Temple, qui est donc partenaire clé au sein de l'écosystème et qui saura vous accompagner sur ces projets de sécurité. Eh bien, ces expériences labs, ce sont des lieux dédiés dans les principales métropoles et qui ont, on va dire, pour objectif d'accélérer et d'accompagner le déploiement et l'adoption des nouvelles technologies à travers des conférences, des workshops, des meet-ups, des démonstrations produits, des webinaires évidemment comme aujourd'hui dans le contexte actuel, et puis plus globalement finalement de vous montrer le champ des possibles grâce à nos solutions et grâce à nos partenaires comme aujourd'hui. Donc, cette thématique de la sécurité et les autres portées par Microsoft, eh bien, elles sont destinées et adaptées à tout type de structure, de la start-up aux grandes entreprises, en passant par les TPE, PME, ETI, collectivités, j'en passe. Et toutes ces structures, elles sont présentes sur tout notre territoire. C'est pourquoi on a lancé depuis 2 ans maintenant l'ouverture des Microsoft Experience Lab avec un fort ancrage local. Donc, depuis 2 ans maintenant, 4 expériences labs ont vu le jour à Nantes, Bordeaux, Toulouse et Lyon. Et d'autres arriveront par la suite, notamment sur Marseille et qui sait dans d'autres métropoles. Donc, vous l'avez ici sur la slide à gauche. Donc, 2 actions principales dans nos labs. Tout d'abord, une phase, on va dire, d'acculturation aux solutions existantes, très souvent présentée par un duo Microsoft/partenaire. Vous y retrouverez donc bien évidemment Cloud Temple avec nous. Et puis la deuxième partie, un peu plus business, pour laquelle vous pouvez nous solliciter pour avancer sur un projet ou découvrir et creuser un peu plus des solutions et éventuellement les projets que vous avez identifiés chez vous. Donc pour cela, on va notamment très prochainement proposer des sessions un peu d'idéation d'1 à 2 heures d'échange, de présentation personnalisée afin de réfléchir avec vous aux enjeux actuels, à l'état de votre transformation digitale et puis identifier sur quoi il va falloir avancer. Donc, le site pour ça, donc lab.microsoft.fr sur lequel vous allez retrouver tous les événements qu'on organise avec nos partenaires. Vous pouvez nous contacter aussi via différents biais, l'adresse mail des labs. On a ici aussi à droite un outil qu'on utilise qui s'appelle le compositeur digital qui nous permet de présenter des solutions, alors pas forcément des solutions Microsoft, mais des solutions justement de nos partenaires, voire des éditeurs qui sont basés sur les technos Microsoft et qui vont vous permettre de faire évoluer vos métiers, vos process et d'améliorer le business au quotidien.
Au-delà de nos labs, je voulais faire aussi un petit aparté sur l'accompagnement qu'on a de l'écosystème sur le plan humain, puisqu'on a lancé les initiatives d'école Microsoft dans une démarche surtout sociale, solidaire, en collaboration justement avec notre écosystème de partenaires et d'organismes de formation comme Simplon, Webforce 3 ou Social Builder. Alors on a quelques objectifs quand même sur ces écoles-là. Le premier objectif pour nous, c'est de répondre déjà aux besoins qui sont déjà très tendus en termes de compétences et aux nouveaux enjeux métiers dans les entreprises. Donc, on met des gens qui seront formés sur le terrain. Le deuxième sujet, c'est d'ouvrir l'accès finalement à ces nouveaux métiers à des personnes qui sont non diplômées, qui sont des publics potentiellement en reconversion, peut-être éloignés de l'emploi, donc les remettre un peu via les ouvertures qu'offrent les nouvelles technologies aujourd'hui. L'autre point, c'est de participer finalement à cette diversification des profils dans le secteur du numérique, pas que des profils ultra techniques qui ont un background de quelques années en amont. Et puis le dernier point, en termes d'engagement, de booster aussi le nombre de femmes dans l'écosystème. Donc dans nos écoles, on a minimum 50% de femmes, voire même certaines promotions que de femmes. Donc on essaie de booster aussi cette partie-là, de faire notre part sur l'égalité dans le numérique. Donc pour ça, on a lancé tout d'abord les écoles IA et l'école Business Apps sur un cursus donc, de 20 mois, donc 14 en entreprise. Pourquoi pas la vôtre d'ailleurs si vous avez des projets identifiés autour des métiers liés à l'IA ou aux applications métiers. On a aujourd'hui, nous, 23 écoles en France et on a annoncé l'ouverture de 2 nouvelles écoles sur le même modèle, mais orientées vers les métiers du cloud en général et l'intégration des solutions cloud directement. Et toujours sur la thématique IA, on a lancé aussi les AI Business School avec un objectif un peu différent qui est là de faire comprendre finalement aux entreprises et à leurs dirigeants, donc aux métiers, aux execs, les possibilités offertes par l'IA et ce à travers donc, des parcours d'apprentissage gratuits en ligne autour de la stratégie IA, la culture sur le sujet, comment on le déploie en entreprise et puis bien sûr les applications directes et la responsabilité qui en découle. Je terminerai juste sur un dernier point sur le contexte actuel. Donc, vous connaissez bien le contexte. Les précautions qui s'imposent nous ont amené donc à digitaliser tous nos événements, à l'image de ce webinaire. Donc, si à l'issue de celui-ci, vous souhaitez creuser le sujet avec Cloud Temple, avec Microsoft ou les deux, on vous invite à nous contacter afin d'organiser un rendez-vous dédié, donc qui sera probablement digital sur les mois à venir, vu le contexte qu'on nous annonce. Mais on espère vous retrouver bientôt dans nos labs, dans les villes que j'ai citées précédemment. Il va être le temps pour moi de laisser la main à l'expert du jour, Giuliano. Donc Giuliano, je te rends la main et je te laisse tout d'abord faire peur et ensuite proposer les solutions. Merci à tous. Merci beaucoup, Audran. Donc, je lance le partage de ma présentation. Hop. C'est bon, Giuliano. Alors, c'est bon, parfait. Bon, très bien, bonjour à tous. Alors, je commence par me présenter, Giuliano Ippoliti. J'occupe aujourd'hui le poste de RSSI au sein de Cloud Temple, qui est un fournisseur de cloud français, aussi bien sur le cloud privé que sur le cloud public, notamment en partenariat avec Microsoft sur les services Azure. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de sécurité du cloud et de choses sous un angle qui peut faire un peu peur. En fait, on va analyser les principales menaces et pour chaque menace, on va identifier les bonnes pratiques de protection, de réaction et l'impact du cloud sur ce type de menace. Donc, la présentation prend un petit peu le contre-pied par rapport à une idée comme quoi le cloud peut être dangereux en termes de sécurité. En fait, et la sécurité reste aujourd'hui un facteur répulsif pour l'adoption du cloud qui est important. Et nous allons voir que cette idée est probablement fausse. En fait, souvent, le cloud apporte des bienfaits en termes de sécurité supérieurs à des modèles de gestion d'infrastructures on-premise. Donc, rentrons dans le vif
du sujet. Nous allons prendre en compte les menaces qui ont été publiées dans le rapport de l'ENISA, qui est l'Agence européenne pour la protection des réseaux et de l'information. Donc, l'ENISA publie un top 15 tous les ans des principales menaces qui sont triées en ordre de sévérité. Donc, cette présentation les passe en revue toutes les 15, en les groupant parfois quand c'est pertinent. Donc, on va parler de cyberespionnage, d'attaques physiques, de violation de données, de vol d'identité, DDoS, botnet, phishing, attaques web, malware, ransomware, etc. Donc, évidemment, ce sont des sujets qui peuvent être un petit peu anxiogènes. Et comme Audran le disait, aucune entreprise n'est épargnée. Donc, il ne faut pas croire que les attaques ciblent seulement les multinationales ou les entreprises qui ont une grosse visibilité, mais les PME sont touchées aussi. Donc, je passe rapidement au classement de l'ENISA. En fait, ce classement est publié dans un rapport qui est disponible gratuitement sur Internet et que vous pouvez télécharger. Et la première place du classement, sans surprise, est réservée au malware. Ensuite, il y a les attaques web, le phishing. Bon, je ne veux pas lire toute l'énumération parce qu'on va faire un focus dans la suite de la présentation. Et comme évoqué, il y a des tendances. Donc, il y a des menaces qui sont en augmentation, en tout cas dans le classement, notamment le phishing, les vols d'identité. Ransomware, c'est probablement la tendance la plus forte, en tout cas, que nous avons pu observer professionnellement. Les attaques ont presque doublé dans la deuxième partie de l'année 2020. Voilà. Et les attaques par le web restent très importantes. Okay. Il y a une petite baisse de la menace de spam et de déni de service, par exemple, mais elle reste bien sûr importante. Donc, on peut commencer l'analyse de la première menace. On va y aller en ordre croissant. Donc, on va partir du bas du classement pour terminer vers les menaces qui sont considérées les plus sévères. Donc, cyberespionnage. Alors, le cyberespionnage est une atteinte à la confidentialité des données. Donc, je vais rappeler, même si je pense que la plupart des auditeurs ont ça en tête, il y a 3 critères principaux de sécurité: la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. Donc, la confidentialité est la propriété qui fait en sorte que les informations sont accessibles seulement par les personnes qui en ont le droit. Donc, le cyberespionnage, évidemment, porte atteinte à ça et cible surtout des gouvernements, des institutions financières, des groupes industriels. Souvent, il y a des États-nations qui sont derrière. Et la tendance intéressante est un glissement vers la supply chain, en fait. Quand on veut s'attaquer à une entreprise, souvent, on passe par une attaque de sa chaîne de fournisseurs, parfois jusqu'au 3e, au 4e niveau. Donc, il y a eu récemment un cas qui a défaillé la chronique, c'est le cas de SolarWinds. Voilà, donc c'est très important quand on a formalisé par exemple des politiques de sécurité, de s'assurer de la transitivité de ces politiques sur toute la chaîne de fournisseurs et prévoir des clauses de sécurité dans les contrats. 63% des attaques de cyberespionnage utilisent le phishing comme vecteur d'attaque. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la mitigation de cette menace de cyberespionnage? Alors, au niveau général, la classification des informations est très importante. Donc, la classification, c'est une notion qui vient du monde militaire, hein, donc top secret, confidentiel. Seulement une fois qu'on a classifié les informations, on peut apporter un niveau de protection adéquat en fonction du niveau de sensibilité. Le principe du besoin d'en connaître, ça va avec. Donc, faire en sorte que les personnes ont accès seulement, que les employés de l'organisation ont accès seulement aux informations
qui sont absolument importantes pour leur travail. Sensibilisation au phishing, ça bien sûr, on va en reparler. Et alors, ce qui est intéressant, notamment par rapport au cloud, c'est le chiffrement. Alors, il y a plusieurs types de chiffrement. Probablement le plus pertinent pour contrer le cyberespionnage, c'est le chiffrement client-side, donc le chiffrement côté client, aussi appelé Zero Knowledge, qui consiste à chiffrer les données avant de les pousser dans le cloud. Donc ça, c'est très intéressant dans le sens où, même en cas de compromission du cloud, soit par un État-nation hostile, ou par exemple, à raison du Cloud Act, qui pourrait demander une saisie d'informations, si les données sont chiffrées avec des clés gérées côté client, le moyen d'atteindre, de porter atteinte à leur confidentialité est réduit. Donc, alors, quels sont les avantages du cloud dans la lutte contre le cyberespionnage? Donc, je rappelle, j'ai un parti pris dans cette présentation qui est de mettre en avant surtout les avantages du cloud. Et dans le cas du cloud public, c'est clair que pour lutter contre une puissance étatique, il faut avoir le poids qui va bien. Et donc, ça, c'est évident dans le cas du cloud public. Des clouds comme celui de Microsoft, aujourd'hui j'ai même focalisé surtout là-dessus, a sûrement une puissance financière et de moyens qui est comparable à celle d'un attaquant. Donc ça permet de résister aux attaques. Les capacités de détection et d'alerte sont aussi très importantes dans les solutions du cloud, notamment publiques. Donc ça permet de mettre en place des systèmes qui peuvent déclencher des alertes en fonction de plusieurs critères, en fonction, par exemple, même du contexte de la menace, par rapport aux attaques qui sont en train de s'exécuter dans la nature. Et un dernier point là-dessus, donc il y a des services comme Azure Information Protection qui permettent d'automatiser la classification des informations et d'assurer que les documents conservent un niveau de protection même quand ils se déplacent dans le cloud. Voilà. Donc voilà pour le cyberespionnage. Sur les attaques physiques, vandalisme, perte, vol, etc. Donc ce sont des attaques qui touchent souvent les personnes qui sont en situation de nomadisme. Et donc là, on pourrait se dire que le fait de mettre les données dans le cloud expose justement à cet accès à large échelle. Et donc, ça peut amener à une recrudescence de ce risque. Or, si on met en place des mesures comme le fait de déployer des solutions de MDM, donc de Mobile Device Management, on peut limiter vraiment de façon significative le risque, en tout cas lié au nomadisme. Donc on peut gérer à travers ces solutions une flotte, un parc de mobiles. On peut autoriser les accès seulement si ces mobiles sont conformes, selon différents critères. On peut forcer l'utilisation de la MFA quand c'est nécessaire. Et on peut rappeler aussi, parmi les avantages du cloud, que le cloud repose sur des data centers qui sont totalement sécurisés. En fait, ce sont des data centers qui sont audités, qui sont en général certifiés au moins ISO 27001, ou Tier 3 ou Tier 4. Ce n'est pas évident de parvenir à ces niveaux de sécurisation quand on monte un data center soi-même où on héberge les systèmes dans ses propres locaux on-premise. Donc ça, c'est clair. Et donc, ce qui dit le rapport de l'ENISA, c'est que 20% des incidents de cybersécurité incluent une composante physique. Donc, c'est vraiment très important de déployer les mesures de sécurité physique. Donc, ça, c'est une partie qui n'est pas très cyber, entre guillemets,
On parle de mécanismes de contrôle d'accès, d'authentification multifacteur aussi pour les accès physiques, par exemple badge plus PIN. Et le chiffrement, on va dire, c'est une mesure qui passe partout. Hein. Donc, chiffrement et contrôle d'accès, ce sont des mesures que je vais rappeler en correspondance de plusieurs menaces. Le chiffrement a l'avantage de contrer le vol et la perte. En fait. Une fois que les données sont chiffrées, l'attaquant ne pourra pas accéder à celles-ci si elles ont été préalablement chiffrées. Ensuite, donc, on continue l'analyse des menaces. J'en ai groupé 3 sous la même catégorie. La violation des données, menaces internes et fuite d'informations. Donc, je les ai groupées parce qu'elles sont liées. Donc, l'exfiltration des données sensibles est souvent réalisée par des insiders, donc des employés des organisations qui ont en général une motivation financière. Donc ça, c'est le cas de l'origine volontaire. Après, on peut avoir aussi des cas involontaires et d'erreurs de configuration. Par exemple, de serveurs qui laissent, qui sont trop permissifs au niveau des accès, alors qu'ils stockent des informations sensibles et des données personnelles. Et il y a aussi parfois le cas de chantage, en fait. Ça, c'est quelque chose qui exploite les vulnérabilités humaines. Hein. Ça peut être un chantage basé sur une fuite de données qui est intervenue avant. Alors, ce sont des incidents, ceux qui touchent des fuites de données qui sont en augmentation, okay, aussi bien sur le secteur public, bancaire, sanitaire. Et donc, le RGPD, d'ailleurs, apporte des mesures qui sont pensées pour limiter ces violations, ou en tout cas pour en limiter l'impact. Donc, le RGPD oblige à se poser au moins la question sur l'anonymisation, la minimisation de données, donc le fait de stocker seulement les données personnelles qui sont vraiment indispensables pour le traitement. Et donc, bon, le RGPD parle de pseudonymisation. Le chiffrement, c'est une forme de pseudonymisation, dans le sens où on peut revenir à l'information initiale. Alors, j'énonce 2 principes. Il y en a un que j'ai déjà évoqué, c'est le principe du besoin d'en connaître, mais finalement, ce principe est une déclinaison de celui du manque de privilèges. Donc, le principe du manque de privilèges fait partie des règles d'or de la sécurité, qui consiste à régler les droits d'accès vraiment de façon la plus stricte possible, plutôt basé sur un système de refuser par défaut et d'autoriser une liste blanche d'exceptions, plutôt que le contraire. Donc, après, au niveau purement technique, la mesure probablement la plus intéressante pour lutter contre le fuite des données, c'est la DLP, Data Loss Protection, parfois appelée aussi Data Leak Protection. Donc, c'est une technologie qui permet de remonter des alertes en cas de fuite des données. Okay, donc, ce sont des alertes qui sont basées soit sur du trafic réseau, ou soit sur les remontées d'argent qui sont directement sur le poste par exemple, des employés d'une organisation. Voilà, DPI, c'est la Deep Packet Inspection qui va de pair, en fait. Le challenge pour ces solutions, c'est d'arriver à déceler des fuites d'informations dans du trafic chiffré. Donc ça, clairement, c'est compliqué. Donc, elle prévoit en général une étape de déchiffrement intermédiaire qui est réalisée au niveau des équipements réseau de l'organisation. Les sensibilisations au phishing, alors donc ça, c'est quelque chose qu'on peut réaliser assez facilement et les résultats sont en général assez spectaculaires, même dans des organisations qui ont une très bonne culture informatique. L'expérience, en tout cas, ma propre expérience spécifiquement, m'a montré que c'est pas évident de descendre en dessous d'un niveau de 15% de personnes qui tombent dans le panneau. Le classique, c'est de mettre en place des sites aux couleurs, par exemple, du comité d'entreprise, comité social économique de l'entreprise. Et c'est pas évident de
reconnaître ça. D'autant plus que ce sont des phishing de plus en plus sophistiqués, comme nous allons voir par la suite. Au niveau du cloud, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les menaces qui viennent de l'intérieur? Alors, le principe principal, je dirais, c'est une gestion des droits très très fine. Donc, régler les droits vraiment au millimètre. Et ça, c'est possible dans le cloud privé, mais c'est encore plus simple dans le cloud public où on peut se baser sur des solutions de type airbag qui permettent pour une ressource déterminée d'identifier exactement qui a le droit de faire quoi, avec un niveau de granularité vraiment très très fort. Il y a des solutions de type PIM aussi, Privileged Identity Management, qui permettent de contrecarrer d'une certaine façon le pouvoir qui est inhérent au compte à privilège. Donc, ce sont des solutions qui permettent par exemple d'avoir un valideur lorsque quelqu'un réalise une opération qui est considérée privilégiée. Ou alors, de façon un petit peu plus légère, l'obliger à utiliser de la MFA quand il lance des opérations à privilège. Voilà. Un autre avantage du cloud, c'est la possibilité d'appliquer des politiques vraiment très, très restrictives pour le stockage, donc des policies très fines avec des ACL. Et encore une fois, donc appliquer des solutions de protection des informations sensibles. Voilà. Voilà pour cette menace qui souvent en fait quand on parle de cybersécurité, on pense que la plupart des incidents viennent de l'extérieur, donc ce sont des pirates qui s'infiltrent dans un système d'information. Or, l'expérience montre que plus de la moitié des incidents viennent de l'intérieur. Voilà, donc on passe au vol d'identité. Voilà, c'est quelque chose de pas très agréable, évidemment, quand on le subit. Donc, c'est l'utilisation illicite de données personnelles d'une victime, donc par un imposteur. Et souvent, l'identité qui est volée est celle d'une personne qui a de fortes responsabilités dans une entreprise. Donc, ça peut être l'identité d'un directeur général, d'un PDG, etc. Donc, la plupart des attaques qui exploitent le vol d'identité, qui cherchent à parvenir à un vol d'identité, sont réalisées contre les dirigeants. Donc, un cas très classique que je peux vous présenter, c'est celui d'un incident qu'on a pu constater plusieurs fois de fraude au président, qui repose sur une mauvaise pratique qui est la réutilisation de mots de passe entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Okay? Donc le risque de cette mauvaise pratique vient du fait que sur le dark web, il y a souvent des packages d'identifiants de mots de passe compromis qui sont mis en vente. Et ça coûte cher aussi, donc je l'indique dans le slide, une identité volée peut se monnayer plusieurs dizaines, voire centaines d'euros en fonction de l'importance, on va dire, du profil. Et quand on réutilise le même mot de passe sur des sites personnels, parfois mal sécurisés au niveau pro, et qu'on n'a pas mis en place l'authentification multifacteur, la MFA, on s'expose à quelque chose de très très simple. Donc l'attaquant trouve sur LinkedIn ou même sur le web de façon générale les coordonnées des dirigeants d'une entreprise, va regarder si dans le fichier de mots de passe volés, il y a des matchs. Donc, s'il y a le nombre de ces personnes qui ont utilisé, qui se sont connectées à d'autres sites, et font le pari de se dire que ces personnes utilisent le même mot de passe personnel au niveau professionnel avec éventuellement des variations en termes de préfixes, de suffixes. Donc s'il n'y a pas la MFA, donc c'est une attaque qui aboutit assez facilement. Et une fois qu'on a pris le contrôle d'adresse mail d'un décideur, ce qui se passe en général, c'est qu'on essaie de monnayer ça en envoyant des demandes de virements frauduleux au service comptable d'une entreprise. Donc c'est quelque chose
que j'ai malheureusement vu plusieurs fois. Les parades par rapport à ça, donc déjà au niveau professionnel, c'est utiliser le single sign-on. On peut comprendre que plus on multiplie les identités, plus il y a un risque qu'il y en ait une qui se fasse compromettre. Voilà. Après, c'est effet domino, quand il y en a une qui est compromise, les effets suivent. Utiliser un gestionnaire de mots de passe, donc ça c'est plus un conseil, parce qu'un conseil qui peut être appliqué aussi bien au niveau personnel que professionnel. On ne peut pas se rappeler de tête de mots de passe complexes pour toutes les dizaines de sites sur lesquels nous sommes inscrits. Et utiliser les VPN pour les accès depuis les réseaux publics. Donc les VPN déjà forcent un chiffrement du trafic et ça permet de parer les attaques basées sur du man in the middle. Alors par rapport aux tendances, donc bien sûr, les entreprises qui sont ciblées sont principalement celles qui ont une forte réputation. En tout cas, c'est ce qui ressort du rapport de l'ENISA. Et aussi les services des impôts. Donc, si on arrive à voler l'identité de quelqu'un qui travaille au service des impôts, voilà, on peut s'en servir pour la monnayer assez facilement. Et quoi dire d'autre? Oui, sur le cloud, il y a des services désormais qui permettent de mettre en place des sécurités sur l'identité, donc des services de protection d'identité, d'accès conditionnel, qui permettent par exemple de bloquer un login sur la base de critères comme la réputation de l'adresse IP, d'où la demande de login vient, ou le fait qu'il y a une demande de login qui est réalisée depuis la Russie, alors que la précédente venait de la France, c'est pas 10 minutes avant. Voilà, donc dans ce cas-là, on se rend compte qu'il y a une activité malveillante à la base de la demande de connexion. Il y a des mécanismes de coffre de mots de passe, KeyVault, KMS, voilà, des mécanismes similaires. Et la MFA est intégrée de façon très stricte à la gestion des identités et des accès, à l'IAM. Donc retenez vraiment qu'aujourd'hui, login, mot de passe sans MFA n'est pas suffisant comme mesure de protection. J'ai cité aussi le cas du stream swapping avec des victimes illustres comme le patron de Twitter et l'actrice Jessica Alba. Donc c'est une attaque dans laquelle, après une phase de reconnaissance où on obtient des informations personnelles de la victime, on appelle son opérateur et on essaye de porter le numéro de téléphone vers une carte SIM qui est détenue par l'attaquant. Voilà, donc ça existe aussi. DOS de botnet. Alors, j'ai mis les deux dans la même catégorie parce que souvent les attaques d'IDOS sont réalisées par des botnets. Donc, les botnets sont des réseaux d'appareils connectés qui sont infectés par un malware et qui sont contrôlés par un serveur C2, donc de command and control, qui permet de les zombiser, entre guillemets, qui permet de les aiguiller tous sur un comportement malveillant qui peut être l'envoi du spam ou l'envoi de malware. Alors, 80% des attaques de type DDoS, pour information, incluent de SYNFlood. Donc, le SYNFlood utilise une caractéristique inhérente au protocole TCP, hein, qui est le fait que dans le three-way handshake, dans la connexion en 3 étapes, donc la source de la connexion envoie une demande de SYN, le destinataire répond avec un SYNAC et provisionne un tampon de ressources, un buffer de ressources, et ensuite la source renvoie le paquet ACK, donc le hack. Et là, la connexion est établie. Mais si la source n'envoie pas le paquet ACK, la destination reste en attente de recevoir ce paquet et elle provisionne des ressources qui finissent par s'épuiser, en fait. Donc, s'il y a des dizaines de milliers de SYNFloods qui bombardent la victime, donc elle épuisera les ressources s'il n'y a pas de mesure de contournement ou de protection. Alors, parmi les tendances, il y a l'exploitation croissante d'objets connectés. Donc, objets connectés,
Ce sont par exemple des caméras IP ou voilà, tout autre objet qui parfois n'embarquent pas des fonctionnalités de sécurité très pointues. Et il y a une augmentation importante de serveurs de command and control. Rien qu'en 2019, donc ce sont les derniers chiffres que j'ai pu trouver, il y en a eu 17 000 qui ont été identifiés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça paraît pas évident de lutter contre le DDoS. Et là, c'est clair qu'on ne peut pas le faire tout seul. Alors, c'est très compliqué. En général, pour déployer un système d'anti-DDoS qui fonctionne bien, il faut la collaboration du fournisseur d'accès Internet ou du fournisseur cloud. Et ça tombe bien parce que les fournisseurs cloud ont des solutions clés en main de protection contre les dénis de services distribués. Donc, il y a des solutions avec plusieurs tiers, donc des solutions gratuites ou des solutions payantes, qui sont plus ou moins chères et qui permettent de rerouter le trafic malveillant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le cloud offre une possibilité d'absorption des attaques DDoS via de l'autoscaling. Donc, j'ai vu ça dans un cas spécifique. Ce n'est pas forcément l'approche que je recommande, mais on peut se poser la question, légitimement, entre le coût d'une solution anti-DDoS et le fait d'être prêt à absorber une attaque avec l'autoscaling. Donc, l'autoscaling est la fonctionnalité qui permet d'augmenter le nombre de ressources, par exemple d'instances, qui soutiennent une application, en général une application web. C'est sûr, ça génère un surcoût parce que les instances qui sont provisionnées pour absorber le DDoS, il faut les payer. Mais le surcoût peut être pertinent par rapport au fait de disposer de solutions spécifiques. D'autant plus si on tient compte du fait que les attaques DDoS durent en moyenne moins de 10 minutes. Alors, donc, quand j'ai fait ma recherche pour cette présentation, ça m'a un petit peu surpris. Certes, il y a des attaques qui durent plusieurs heures, donc le maximum que j'ai trouvé, c'est 105 heures, mais 80% des attaques durent moins de 10 minutes. Donc, le fait d'absorber par autoscaling peut être pertinent. Une autre remarque qu'on peut faire, c'est que pour se protéger du DDoS, c'est intéressant de bien connaître son environnement, et notamment les sources les plus critiques. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé un petit peu avec la classification. C'est en fonction de la sensibilité, donc qu'on décide, qu'on apporte un niveau de protection aux ressources. Donc, voilà pour le DDoS et les botnets. Donc, on continue ce catalogue d'horreur avec le phishing et le spam. Donc, le spam, bon, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Vous êtes tous sûrement confrontés au phénomène, d'autant plus que 85% de tous les mails qui circulent sur Internet sont considérés comme relevant du spam à ce jour. Donc, le phishing est une menace qui est dans le top 3 du classement de l'ENISA. Alors, je parlais de campagnes de sensibilisation au phishing, mais les techniques des attaquants augmentent en sophistication et il y a l'IA qui s'invite aussi maintenant dans ces messages frauduleux qui parfois peuvent arriver via des SMS ou des appels. Donc, elle est relativement lointaine l'époque où les mails de phishing étaient truffés des fautes d'orthographe, étaient très facilement reconnaissables. Maintenant, ça devient plus compliqué. Donc, et pour ça, les solutions basées sur le cloud permettent de profiter de techniques très modernes. Donc, il y a aussi du côté cloud l'utilisation d'intelligence artificielle et il y a aussi la possibilité de mettre à jour ces filtres sur la base des commentaires des utilisateurs qui sont touchés par le spam. Donc, avant-dernière menace passée en revue, les attaques web, il y en a principalement de deux types. Celle côté client, donc notamment des URL piégées, injection de code malicieux dans des sites compromis, exploit de navigateurs, et les attaques côté serveur, donc les injections SQL, injection de code,
cross-site scripting, cross-site request forgery, buffer overflow, etc. Alors, donc ce qui est important, je dirais, pour lutter contre ce type de menaces, elle fait de maintenir à jour aussi bien le software côté client que côté serveur. Donc aussi bien les navigateurs que les sites, donc les CMS. Et déployer des WAF. Donc les WAF sont des firewalls qui protègent les applications des tentatives d'exploitation, des vulnérabilités au niveau applicatif. Donc aujourd'hui, 63% des sites sont protégés par un WAF et donc les clouds proposent en général des offres de WAF as a service. Donc ça permet de s'épargner la configuration et la gestion, le patch management des WAF. Et d'ailleurs, par rapport aux applications web, les fournisseurs de cloud proposent de plus en plus des offres de type PaaS, en fait, qui sont idéales pour des petites entreprises ou des startups qui n'ont pas forcément des compétences très fortes en infrastructure, qui permettent de se focaliser sur le code. Donc avec l'infrastructure sous-jacente qui est provisionnée automatiquement, voilà, par les fournisseurs cloud. Quoi dire d'autre? On pourrait faire un webinaire entier là-dessus, donc DevSecOps. Donc c'est important de former les développeurs au développement sécurisé. Et ça se fait bien quand il y a une collaboration aussi entre les équipes sécurité et les équipes de développement. Et bien sûr, les pentests. D'ailleurs, il y a une autre idée reçue, comme quoi il est illégal de réaliser des pentests sur des systèmes hébergés sur un cloud public. Donc ça, c'est pas forcément le cas. Donc ce qui est interdit, c'est de réaliser des attaques par des need services. Bien, la dernière présentation, donc à la dernière slide, qui occupe le haut du classement, en tout cas de menaces à prendre en compte. Donc malware, ransomware. Crypto mining, c'est une catégorie spécifique où on utilise de façon abusive les ressources pour miner des crypto-monnaies. Ça, en général, on s'aperçoit qu'on a subi ça quand on a des pics de CPU sur les serveurs. Alors, ce qui est le plus intéressant à remarquer, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la recrudescence des ransomware. Et donc, c'est intéressant de savoir que 45% des victimes payent les rançons. Donc, ça fait un énorme business, sachant qu'il y en a eu pour 10 milliards rien qu'en 2019. Et c'est très important de noter que la moitié des victimes qui payent ne récupèrent quand même pas leurs données. Donc aujourd'hui, la recommandation que je peux faire, c'est de se tourner vers des cyberassurances, sachant que souscrire une cyberassurance coûte cher, donc il faut bien réfléchir à l'équation financière. Et les cyberassurances sont de plus en plus frileuses et exigeantes. En fait, donc elles demandent d'avoir un niveau de sécurité de plus en plus élevé avant d'accepter d'assurer les clients. Et donc, le cloisonnement, je dirais, c'est un mécanisme qui permet de limiter les effets du ransomware. Ça permet de limiter la propagation de l'infection. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut réaliser très facilement sur du cloud public, en tout cas, avec une microsegmentation portée par les security groups. Okay, donc ça permet de régler vraiment de façon très fine les flux réseau qui peuvent passer entre les différents services qui font partie d'une infrastructure cloud. Et donc le cloud offre des capacités de détection, aussi de gestion centralisée des alertes, qui est très intéressante. Donc, la question qu'on peut se poser, donc, sur laquelle j'aimerais vous amener dans la réflexion, est la suivante. Est-ce que c'est vraiment un risque pour ces données d'aller sur le cloud, ou ce ne serait pas plutôt l'envers qui est vrai? C'est le fait de ne pas adopter le cloud qui pourrait être risqué pour la protection de ces données.
voilà, avec ses propres moyens, ses propres forces, sans s'appuyer sur un fournisseur de confiance, c'est vraiment très, très compliqué de faire face à toutes les menaces que j'ai passées en revue. Donc voilà, ça c'était la conclusion à réfléchir, à méditer. Voilà. Et il reste une dizaine de minutes dans lesquelles je serai très heureux de répondre aux éventuelles questions. Ouais, donc un grand merci Giuliano, effectivement, ça fait peur, mais on voit qu'il y a quand même des solutions. Donc la question quand même à vous poser, c'est de savoir si vous êtes encore sur des infrastructures on-prem, si vous avez les ressources humaines, techniques et matérielles pour lutter contre toutes les attaques, tous les types d'attaques qu'on vient de lister ici. Auquel cas, il faut se poser la question effectivement des solutions que vous pourriez adopter. Et puis surtout, il faut penser que vous pouvez et vous devriez vous faire accompagner par des spécialistes. Et Claude Tempel en est un bon exemple aujourd'hui sur ces questions-là, puisqu'il peut être compliqué de pouvoir tout gérer. Donc vous avez la partie questions-réponses toujours à votre disposition pour pouvoir nous poser des questions dès maintenant. Donc je vous invite à l'utiliser. Il est 11h50 et il nous reste donc 10 minutes pour cela. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. On notera, Giuliano, et c'est vrai qu'il y a quelques chiffres qui font peur dans la présentation. Tu disais notamment que 50% des attaques aussi ou des fuites de données viennent de l'intérieur. Oui. Ça, c'est peut-être un chiffre qui peut interroger aussi en interne. Alors parfois de façon pas toujours volontaire, hein, on va dire, Exactement. il faut le prendre en compte aussi. Donc, au-delà de se poser la question si vous avez mis en place tous les outils, c'est aussi est-ce que vous avez sensibilisé aussi toutes vos équipes de façon proactive à ces risques de données. Donc, c'est bien effectivement que les RSSI et puis les responsables de l'IT mettent en place les outils pour se protéger l'entreprise, mais il faut aussi sensibiliser effectivement au quotidien les acteurs sur ces risques, sur les menaces, sur les mauvaises pratiques, sur le post-it collé avec le mot de passe sur l'écran et sur ce qui pourrait être fait très très facilement sur la gestion des mots de passe notamment, puisque le Graal, le login mot de passe reste un des choses les plus attaquées, les plus volées, donc il faut le prendre en compte. Je ne vois pour l'instant pas de questions dans le chat. Soit tu as été extrêmement clair, soit les gens n'osent pas poser de questions sur cette partie sécurité. Ah, c'est un vaste sujet. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui est en pleine bourre, comme on pourrait dire. Est-ce que tu as autre chose à rajouter aujourd'hui? Je regarde un peu les... Alors, je dirais en tout cas, alors ce que tu as appelé, Audran, c'est avec ses propres forces, c'est très très compliqué de faire face à ce panorama de menaces, en fait. Aussi bien en termes de capacité à se doter d'infrastructures sécurisées, de capacité à se doter de compétences aussi, hein, parce que les compétences cyber sont en pénurie. Et donc, voilà, il faut se faire accompagner par un partenaire de confiance. Et sinon, c'est compliqué, je dirais. Voilà. Exactement. Et Claude Tempel sera là pour vous accompagner, évidemment, sur ce sujet. Là, on va voir s'il y a quelques questions qui arrivent ou pas. Tu as noté que 85% du trafic mail sont des spams aujourd'hui. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Et pourtant, c'est une tendance à la baisse dans ta slide. C'est-à-dire que... alors, c'est à la baisse d'un classement, mais c'est pas forcément une baisse en termes de valeur absolue de spam qui circule. Et d'ailleurs, on peut se demander au niveau écologique aussi quelles sont les conséquences, parce que pour gérer 85% d'une mail qui sont du spam, catastrophe écologique. Exactement, ça effectivement c'est un sujet encore plus vaste, l'impact environnemental du numérique et d'un simple mail. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est légion de voir des messages comme quoi il ne faut plus imprimer les mails. Donc,
on remet un petit message là-dessus, ne pas imprimer les mails, hein, c'est fini cette époque-là. Et effectivement, utiliser aussi des outils de communication et de collaboration qui pourraient être un peu plus adaptés et éviter certains mails inutiles avec, en le remplaçant par du chat en direct via des outils que pourrait être par exemple Microsoft Teams, hein, quitte à parler des outils Microsoft. Donc ça aussi, ça peut aider à ce niveau-là. Alors, il y a une question, je vois. Avez-vous des outils à nous conseiller pour tester nos utilisateurs? Alors, moi, je peux vous donner déjà sur le fait d'amener. Alors, tester les utilisateurs, ça peut s'interpréter de façon différente. Soit est-ce qu'on teste leur capacité à faire face à un phishing ou d'une ingénierie sociale, auquel cas, je pense que le bon outil est tout simplement de commander une campagne de phishing de test. Ou, en tout cas, pour le faire évoluer en termes de culture sécurité, moi, je conseillerais le MOOC de l'ANSSI, qui est gratuit et qui peut être mené à bien en une dizaine d'heures. Pour information, chez Cloud Temple, nous avons mis en place une prime de 100 € pour tout employé qui va au bout de ce MOOC qui nous montre l'attestation. Donc, c'est une mesure qu'on a mis en place l'année dernière et on a eu plus de plusieurs dizaines, on a dépassé la centaine de personnes qui ont fait ça. Donc, incitez vos employés à essayer de vous hacker avec une prime au bout. Bon. On verra si ça marche effectivement. Mais, le MOOC de l'ANSSI permet vraiment de rappeler les règles d'hygiène, de sécurité. En fait, ça permet de tirer vers le haut la culture. Hein. C'est pas forcément orienté sécurité offensive. Mais effectivement, il existe des solutions et des éditeurs qui proposent des solutions pour vous. Pour tester justement votre sécurité, tester les failles d'un point de vue humain, d'un point de vue matériel, d'un point de vue connexion. Et effectivement, je pense que beaucoup d'entreprises ont des surprises sur les résultats de ce type de tests et surtout derrière, finalement, de la facilité à laquelle une partie de ces fuites pourrait être évitée simplement. On parle de la mise en place du MFA, par exemple, mais c'est des choses qui sont très simples à mettre en place et qui peuvent éviter un certain nombre de risques et d'attaques potentielles. Après, si la question porte sur un outil spécifique, j'en cite qu'un seul, c'est SET, Social Engineering Toolkit, voilà, qui permet de créer des sites aux fausses couleurs de Facebook ou autres pour piéger les utilisateurs. Alors, je vois qu'il y a une autre. Ouais. Est-ce que la géolocalisation du fournisseur cloud peut-elle présenter un risque pour les données présentes chez ce fournisseur? Donc, oui, rien que pour ce qui concerne les exigences légales et réglementaires, la géolocalisation des données n'est pas anodine. Parce que les lois qui pèsent sur les données sont liées à leur emplacement géographique. Donc, par exemple, évidemment, pour des entreprises qui sont basées en Europe, il est intéressant de localiser les données en Europe, ce qui est possible aujourd'hui, même avec des fournisseurs cloud hors Europe, comme Azure. Ouais, on notera au passage, pour ceux qui ne savent pas, que Microsoft dispose aujourd'hui de serveurs et de cloud hébergés en France, avec de la redondance entre deux régions, donc à Paris et dans le sud de la France. Et puis, bien sûr, bien d'autres localisations en Europe. Et que, par exemple, si vous posiez la question sur l'accès aux données via notamment le Patriot Act américain, eh bien, il y a une vraie législation en place qui permet de gérer ça. Alors, sur le Cloud Act, je peux rappeler la remarque que j'ai faite tout à l'heure. Donc, le Cloud Act autorise le gouvernement américain à saisir des données des entreprises américaines. Donc, ça pourrait potentiellement concerner Microsoft. S'il y a des données que vous voulez absolument, dont vous voulez absolument préserver la confidentialité, le chiffrement côté client peut être la bonne solution, ce qui est compatible. En gros, vous chiffrez les données avant de les pousser dans le cloud. Comme ça, même si elles sont saisies,
on peut rien faire. Il est 11h59. S'il y a une dernière question qui arrive, on pourra y répondre. Sinon, eh bien, écoutez, vous avez toutes les infos ici, donc le site de Cloud Temple, le mail pour les contacter. Vous pouvez retrouver et nous retrouver sur LinkedIn aussi si vous voulez vous connecter avec nous. Si vous voulez creuser un peu le sujet, effectivement, voir ce qui pourrait être mis en place et les tests éventuels qui pourraient être faits de votre sécurité, n'hésitez pas à nous contacter. En priorité, je vous invite à contacter donc les équipes de Cloud Temple via leur site, ou le mail est ici présent sur cette slide, et pour discuter de ces sujets-là. Vous avez aussi tous les réseaux disponibles ici en bas. On vous remercie grandement d'avoir participé à ce webinaire. Merci. Il sera probablement disponible en review à la suite dans les prochains jours peut-être. Martin, si tu voulais, je vois que tu te démutes. Ouais, je confirme qu'il sera disponible. Parfait. Un grand merci à vous. Bon appétit, il est midi, et à très bientôt pour un nouveau sujet sur sécurité ou autre avec Microsoft et avec Cloud Temple. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.